Imaginez un instant que vous levez les yeux vers le ciel. Le ciel est vide, bleu, silencieux. Puis quelque chose apparaît à l'horizon. Une forme, une ombre qui grandit encore, qui continue de grandir jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'est pas un nuage, ce n'est pas un avion, ce n'est pas quelque chose que votre cerveau est capable d'identifier immédiatement. Parce que ce que vous voyez a une envergure de 12 mètres. 12 mètres d'un bout à l'autre des ailes. La largeur d'un appartement, la longueur d'un autobus scolaire, et ça vole. Ce n'est pas un dinosaure, ce n'est pas un dragon sorti d'un film. C'est une créature réelle. Une créature qui a existé sur cette planète, qui a dominé les cieux pendant des millions d'années, et dont les os fossilisés reposent aujourd'hui dans des musées à travers le monde entier. Son nom est Quetzalcoatlus northropy. Et pendant très longtemps, les scientifiques ont refusé de croire qu'il pouvait voler. Réfléchissez à ce que cela signifie. Un animal de la taille d'une girafe, un cou aussi long que celui d'un cheval, une tête armée d'un bec pointu comme une lance, aussi long que vous en entier. Des ailes qui, déployées, couvraient une surface comparable à celle d'un petit avion de tourisme. Et pourtant, cet animal s'élançait dans les airs, montait à des altitudes que certains chercheurs comparent aujourd'hui à celles des oiseaux migrateurs modernes, et parcourait peut-être des milliers de kilomètres sans jamais se poser. Comment est-ce possible? C'est exactement la question qui a hanté les paléontologues depuis la première découverte de ces ossements dans le Texas en 1972. Une question qui a déclenché des débats houleux dans les laboratoires, des reconstructions informatiques qui ont nécessité des années de travail et des expériences de modélisation aérodynamique qui ont abouti à des conclusions que personne n'aurait osé prédire. Parce que Quetzalcoatlus n'était pas seulement... Il était impossible. Du moins, c'est ce que la physique semblait dire au début. Un corps trop lourd, des ailes trop larges, une structure osseuse trop fragile en apparence pour supporter le stress du vol. Et pourtant, l'évolution avait trouvé un moyen. L'évolution trouve toujours un moyen. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps de 68 millions d'années. Nous allons poser le pied sur une terre méconnaissable, un monde de marais chauds et de forêts tropicales qui couvre ce qui deviendra un jour l'Amérique du Nord. Nous allons rencontrer cet animal extraordinaire, comprendre comment il vivait, comment il chassait, comment il volait, et pourquoi sa disparition reste l'une des énigmes les plus fascinantes de la paléontologie moderne. Préparez-vous, parce que le roi des cieux vous attend. Pour comprendre Quetzalcoatlus, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Et ce monde n'avait presque rien à voir avec celui que vous connaissez. Nous sommes au Maastrichtien, la dernière période du Crétacé supérieur. Il y a environ 68 à 66 millions d'années. Ce sont les derniers millions d'années de l'ère des dinosaures. Le compte à rebours a commencé, mais personne ne le sait encore. La vie sur Terre est à son apogée, exubérante, diverse, écrasante de puissance et de complexité. La planète ressemble à quelque chose que vous ne reconnaîtriez pas sur une carte. L'Atlantique existe, mais il est beaucoup plus étroit qu'aujourd'hui. L'Inde est une île gigantesque qui dérive vers l'Asie à une vitesse géologique, encore loin du choc qui créera un jour l'Himalaya. L'Antarctique n'est pas encore recouvert de glace, il est vert, couvert de forêts, habité. Et l'Amérique du Nord n'est pas un continent unifié. C'est deux masses de terre séparées par une mer intérieure que les géologues appellent la mer de Niobrara, ou voie maritime intérieure occidentale. Une mer peu profonde, chaude, grouillante de vie marine, qui s'étend du golfe du Mexique jusqu'à ce qui deviendra l'Arctique canadien. À l'ouest de cette mer, l'Aramidia. À l'est, Appalachia. Deux mondes séparés, deux écosystèmes distincts, deux laboratoires évolutifs différents. C'est sur l'Aramidia que vivait Quetzalcoatlus. Et l'Aramidia était un endroit extraordinaire. Imaginez des plaines inondables immenses, traversées de rivières lentes et boueuses. Des forêts denses de palmiers et de fougères arborescentes. Un climat chaud et humide, sans véritable saison telle que vous les connaissez. Des températures qui, selon les données isotopiques extraites des sédiments de la formation Hell Creek, pouvaient dépasser régulièrement les 30 degrés, même aux latitudes qui correspondent aujourd'hui au Montana ou au Dakota du Nord. C'est dans cette formation Hell Creek que tout commence. La formation Hell Creek. Ce nom revient comme un leitmotiv dans l'histoire de la paléontologie nord-américaine. C'est là qu'on a trouvé Tyrannosaurus rex. C'est là qu'on a trouvé Triceratops.
C'est là qu'on a trouvé les preuves les plus directes de la catastrophe finale qui a mis fin au Crétacé. Et c'est dans une formation géologiquement proche, la formation Javelina au Texas, que les premiers ossements de Quetzalcoatlus ont été mis au jour. Mais revenons à l'écosystème. Dans les cieux de l'Aramidia, à la fin du Crétacé, Quetzalcoatlus n'était pas seul. Il partageait l'atmosphère avec d'autres ptérosaures, plus petits, plus nombreux, plus discrets. Au sol, le monde grouillait de hadrosaures, ces dinosaures à bec de canard qui formaient des troupeaux immenses, véritables buffles du Crétacé. Des ankylosaures cuirassés se déplaçaient lentement sous les fougères. Des cératopsiens, cousins de tricératops, parcouraient les plaines en groupe. Et au sommet de la chaîne alimentaire terrestre régnait le tyrannosaure, dont la seule présence structurait le comportement de chaque espèce dans un rayon de plusieurs kilomètres. Mais dans les airs, il n'y avait aucun prédateur capable de rivaliser avec Quetzalcoatlus. Aucun. Il était seul à cette altitude, seul à cette échelle, seul dans une niche écologique que rien d'autre n'occupait, ni avant lui, ni jamais après lui dans toute l'histoire de la vie animale sur Terre. Il faut s'arrêter sur ce point, parce qu'il est fondamental. Quetzalcoatlus northropy représente le summum absolu de la taille atteinte par un animal volant dans toute l'histoire de la vie sur notre planète. Pas seulement dans l'histoire des reptiles, pas seulement dans l'histoire des ptérosaures, dans toute l'histoire de la vie. Depuis l'apparition des premiers êtres capables de quitter le sol jusqu'à aujourd'hui, aucun animal volant n'a jamais atteint les dimensions de Quetzalcoatlus northropy. L'albatros hurleur, le plus grand oiseau volant actuel, a une envergure d'environ 3,50 m. Le condor des Andes, symbole de majesté et de puissance, atteint péniblement 3,20 m. L'Argentavis magnificens, un oiseau géant disparu qui vivait en Amérique du Sud il y a 6 millions d'années et qui détenait longtemps le record de la plus grande envergure d'un oiseau, atteignait environ 7 mètres. Quetzalcoatlus northropy, entre 10 et 12 mètres, peut-être plus. 3 fois l'albatros, presque 2 fois l'Argentavis. Et il vivait dans un monde déjà peuplé de monstres. Ce contexte est essentiel, parce que Quetzalcoatlus n'est pas une anomalie dans le vide. Il est le produit de 60 millions d'années d'évolution des ptérosaures, une lignée qui a commencé au Trias avec des créatures de la taille d'un moineau et qui a culminé, à la toute fin du Crétacé, avec ce géant aux ailes d'avion. L'évolution n'a pas créé Quetzalcoatlus du jour au lendemain. Elle l'a construit, pièce par pièce, os par os, millions d'années après millions d'années, jusqu'à produire quelque chose qui défie encore aujourd'hui notre compréhension de ce qui est physiquement possible. Et pour comprendre comment, il faut d'abord comprendre ce qu'était réellement un ptérosaure. Pas un dinosaure, jamais un dinosaure. Ce point est crucial et souvent mal compris, même dans des documentaires pourtant sérieux. Les ptérosaures sont des archosaures, comme les dinosaures, comme les crocodiliens modernes. Ils partagent un ancêtre commun avec les dinosaures quelque part au Trias, il y a environ 240 millions d'années. Mais ils constituent un groupe entièrement séparé, avec leur propre anatomie, leur propre physiologie, leur propre histoire évolutive. Leur aile est fondamentalement différente de celle d'un oiseau. Chez un oiseau, l'aile est soutenue par des plumes portées par plusieurs doigts fusionnés et le bras entier. Chez un ptérosaure, l'aile est une membrane de peau, de muscles et de tissus conjonctifs, tendue principalement par un seul doigt, le 4e doigt, hypertrophié, allongé jusqu'à des proportions extravagantes. Chez Quetzalcoatlus, ce seul doigt ailé mesurait plusieurs mètres, un seul doigt. Et c'est sur ce doigt, sur cette structure apparemment fragile, que reposait toute la mécanique du vol de la plus grande créature volante de l'histoire de la Terre. La question qui s'impose alors est évidente. Comment est-ce que ça tenait? Prenez une feuille de papier, pliez-la en deux, pliez-la encore. Continuez jusqu'à ce qu'elle soit aussi épaisse qu'une planche de bois. Maintenant, imaginez construire un avion avec ce papier. C'est à peu près le défi que l'évolution a résolu avec Quetzalcoatlus. Parce que la première chose que vous devez comprendre sur cet animal, la chose qui frappe immédiatement chaque paléontologue qui travaille sur ses ossements, c'est la légèreté absolue, presque hallucinante, de son squelette. Les os de Quetzalcoatlus étaient creux. Pas légèrement creux. Pas creux comme les os d'un oiseau moderne, qui contiennent encore de la moelle et des trabécules internes pour renforcer la structure. Creux comme des tubes, creux comme des pailles.
Les parois de certains os de Quetzalcoatlus n'atteignaient pas 2 mm d'épaisseur. 2 mm pour soutenir une structure de 10 mètres d'envergure. Pour visualiser ce que cela signifie, pensez à ceci. Le radius de Quetzalcoatlus, l'un des deux os principaux de l'avant-bras, avait un diamètre comparable à celui d'une bouteille de vin. Mais ses parois étaient plus fines que la coque de cette même bouteille. Si vous aviez tenu cet os dans vos mains, vous auriez probablement hésité à appuyer dessus, de peur de le briser. Et pourtant, cet os soutenait une aile de plusieurs mètres en plein vol. Comment? La réponse se trouve dans l'architecture interne. Selon les analyses de tomographie assistées par ordinateur réalisées sur des fragments osseux de ptérosaures géants, notamment ceux publiés dans le Journal of Vertebrate Paleontology au cours des 2 dernières décennies, ces os creux n'étaient pas simplement vides. Leur structure interne formait un réseau de renforts en spirale, une géométrie qui distribuait les contraintes mécaniques de manière extraordinairement efficace, comparable aux principes utilisés dans l'ingénierie aérospatiale moderne. L'évolution avait inventé la fibre de carbone 300 millions d'années avant les ingénieurs humains. Mais la légèreté des os n'est que le début. La deuxième question, et c'est celle qui a véritablement divisé la communauté scientifique pendant des décennies, est celle du poids total de l'animal. Et ici, les chiffres divergent de manière spectaculaire. Les premières estimations, formulées dans les années 70 et 80 après la découverte des premiers ossements au Texas, tablaient sur des masses considérables. Certains chercheurs avançaient des poids de 250 à 300 kg. À cette masse, avec cette envergure, le vol semblait mathématiquement impossible. Les modèles aérodynamiques de l'époque indiquaient qu'un animal de cette taille et de cette masse ne pourrait tout simplement pas générer suffisamment de portance pour quitter le sol. Les sceptiques étaient nombreux. Certains proposaient que Quetzalcoatlus était en réalité un planeur passif, incapable de vol actif, simplement porté par les courants thermiques comme un deltaplane géant. D'autres suggéraient qu'il passait l'essentiel de son temps au sol, utilisant ses ailes comme des membres pour se déplacer à 4 pattes, à la manière d'une chauve-souris géante. D'autres encore remettaient en question les reconstructions elles-mêmes, arguant que les ossements découverts n'appartenaient peut-être pas à un seul et même individu. Puis vinrent les modèles informatiques. Dans les années 2000, une équipe de chercheurs menée par Mark Whitton de l'Université de Portsmouth et Mike Habib de l'Université de Californie du Sud a entrepris une réévaluation complète de la biomécanique de Quetzalcoatlus. En utilisant des logiciels de modélisation tridimensionnelle et en comparant la structure osseuse de Quetzalcoatlus avec celle de ptérosaures plus petits, dont la mécanique de vol était mieux comprise, ils ont abouti à des conclusions qui ont fondamentalement changé notre vision de cet animal. Leur conclusion principale: Quetzalcoatlus était beaucoup plus léger qu'on ne le pensait. Beaucoup plus léger. Selon leurs estimations, publiées en 2010 dans la revue PLOS ONE, un Quetzalcoatlus adulte pesait vraisemblablement entre 150 et 250 kg. Certains modèles plus récents descendent même jusqu'à 200 kg pour les individus les plus grands. Pour un animal debout, avec un cou dressé, qui atteignait la hauteur d'une girafe adulte, soit environ 5,50 m au sommet de la tête, c'est une masse extraordinairement faible. À titre de comparaison, un grand cheval pèse entre 500 et 600 kg. Quetzalcoatlus, avec sa silhouette colossale, pesait moins d'un demi-cheval. Et c'est ce poids surprenamment bas, combiné à la géométrie particulière de ses ailes et à une musculature pectorale dont la puissance dépasse tout ce qu'on voit chez les animaux volants modernes, qui rendait le vol non seulement possible, mais selon les modèles actuels, parfaitement efficace. Mais il y a une autre dimension de l'anatomie de Quetzalcoatlus qui mérite une attention particulière. Sa tête. La tête de Quetzalcoatlus est l'une des structures les plus étranges, les plus déstabilisantes, les plus fascinantes que l'évolution ait jamais produites chez un animal volant. Elle était démesurée, absolument démesurée par rapport au reste du corps. Le crâne seul, en incluant le bec, mesurait environ 2,50 m de longueur chez un grand adulte. 2,50 m. C'est plus grand que la plupart des humains adultes. Et cette tête était portée par un cou long et rigide qui s'étendait sur environ 1,50 m supplémentaire. Imaginez donc la chose suivante. Vous êtes debout. Devant vous se tient Quetzalcoatlus, posé au sol sur ses 4 membres, comme un quadrupède, les ailes repliées.
Sa tête arrive à hauteur de votre visage. Son bec, long comme votre bras tendu, pointe vers vous avec la précision d'une lance. Et ses yeux, grands et probablement dotés d'une acuité visuelle exceptionnelle selon les études sur la cavité orbitale, vous fixent avec une froideur absolue. Maintenant, il dresse le cou, et sa tête monte au niveau du 3e étage. Cette tête, malgré ses dimensions extravagantes, était elle aussi extraordinairement légère. La structure du crâne de Quetzalcoatlus ressemble à une cathédrale gothique. D'immenses ouvertures, appelées fenêtres temporales et antorbitales, découpaient le crâne en une série d'arches et de poutres osseuses fines, réduisant la masse tout en maintenant la rigidité. Le bec lui-même était probablement en grande partie constitué de tissus kératineux, comme le bec d'un oiseau, encore plus léger que l'os. Et au sommet de cette tête trônait une crête osseuse spectaculaire qui s'élançait vers l'arrière dans un équilibre parfait avec le bec. La fonction exacte de cette crête fait encore débat. Stabilisateur aérodynamique, signal visuel pour la reconnaissance entre individus ou pour la sélection sexuelle, régulateur thermique, probablement une combinaison de tout cela, selon les différentes hypothèses actuellement en discussion dans la littérature spécialisée. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'était pas un ornement inutile. L'évolution est impitoyablement économe. Rien ne persiste s'il n'a pas de fonction. Mais la question anatomique la plus vertigineuse reste celle du décollage. Comment un animal de cette taille se levait-il du sol? Pendant longtemps, l'image dominante était celle d'un grand oiseau, courant sur ses pattes arrière, battant des ailes frénétiquement jusqu'à générer suffisamment de portance pour s'arracher au sol. Mais cette image est presque certainement fausse. Les travaux de Mike Habib, notamment son article de 2008 publié dans Zitelliana, ont proposé un mécanisme radicalement différent, qu'il appelle le décollage quadrupède, ou en anglais, le quad launch. Voici comment cela fonctionnait. Quetzalcoatlus était posé au sol, les 4 membres en contact avec la surface, les ailes repliées. Pour décoller, il ne prenait pas d'élan, il ne courait pas. Il se propulsait vers le haut et vers l'avant en une seule impulsion explosive, en utilisant simultanément la force de ses membres antérieurs, ses bras ailés, et de ses membres postérieurs, ses jambes. Cette impulsion catapultait le corps dans les airs avec une force initiale suffisante pour déployer les ailes et commencer à générer de la portance immédiatement. Les calculs de Habib suggèrent que cette impulsion initiale pouvait projeter Quetzalcoatlus à une vitesse verticale d'environ 2,50 m par seconde. En moins d'une seconde, il était dans les airs. En moins d'une seconde. Un animal de la taille d'une girafe, qui pesait 200 kg, passait du repos au vol en moins de temps qu'il ne vous en faut pour claquer des doigts. Une fois dans les airs, les modèles aérodynamiques sont encore plus surprenants. Selon les simulations publiées par une équipe de l'Université d'État de l'Ohio, Quetzalcoatlus pouvait atteindre des vitesses de croisière d'environ 120 km/h. Il pouvait monter à des altitudes de plusieurs milliers de mètres en exploitant les colonnes d'air chaud ascendant, les thermiques, exactement comme le font aujourd'hui les vautours et les albatros. Et une fois en altitude, il pouvait planer pendant des heures, voire des jours, parcourant des distances que certains chercheurs estiment à plusieurs milliers de kilomètres, sans jamais avoir besoin de se poser pour se reposer. 120 km/h, des milliers de kilomètres sans escale, à 5000 mètres d'altitude. Laissez ces chiffres s'installer, parce que nous ne parlons pas d'un animal qui planait péniblement au-dessus des arbres, à la limite de ses capacités physiques, dans une lutte permanente contre la gravité. Nous parlons d'un animal pour lequel le vol était une solution naturelle, efficace, économique. Un animal qui régnait sur les airs avec une aisance que rien, dans le monde vivant actuel, ne peut vraiment approcher à cette échelle. Et pourtant, quelque chose dans cette image ne s'assemble pas tout à fait. Parce qu'un animal qui passe des jours dans les airs, à des milliers de mètres d'altitude, a besoin de manger. Et ce qu'on a découvert sur le régime alimentaire de Quetzalcoatlus a remis en question tout ce qu'on croyait savoir sur lui. Pendant des années, l'image de Quetzalcoatlus était celle d'un pêcheur géant. Un animal qui rasait la surface de l'eau, bec ouvert, capturant des poissons avec la précision d'un pélican surdimensionné. Cette image était logique, élégante, rassurante même. Elle s'inscrivait parfaitement dans ce qu'on connaissait des ptérosaures plus anciens et plus petits, dont beaucoup étaient clairement piscivores. Elle expliquait la forme allongée du bec.
Elle justifiait la présence de cet animal au-dessus des vastes étendues d'eau de la mer de Niobrara. Elle était probablement fausse, entièrement fausse. La remise en question a commencé avec un détail apparemment anodin. La forme du bec de Quetzalcoatlus, lorsqu'on l'examine avec précision, ne ressemble pas à celui des ptérosaures piscivores. Les ptérosaures qui chassaient le poisson avaient généralement des becs garnis de dents, ou du moins des becs avec des extrémités élargies et recourbées, adaptés pour saisir des proies glissantes dans un milieu liquide. Le bec de Quetzalcoatlus était différent, long, droit, pointu et selon toute vraisemblance dépourvu de dents à l'âge adulte. Ce bec ne ressemblait pas à celui d'un pêcheur, il ressemblait à celui d'une cigogne, d'une très, très grande cigogne. Et cette observation a conduit Mark Whitton et Darren Naish, dans leur article fondateur de 2008 publié dans PLOS ONE, à proposer une hypothèse radicalement différente sur le mode de vie de Quetzalcoatlus. Une hypothèse qui, depuis lors, a recueilli un soutien croissant dans la communauté scientifique, même si elle reste encore débattue dans certains de ses aspects. Whitton et Naish ont proposé que Quetzalcoatlus était principalement un prédateur terrestre. Un animal qui passait une part significative de son temps au sol, marchant sur ses 4 membres à travers les plaines inondables et les forêts ouvertes de l'Aramidia, chassant des proies au sol avec son bec en guise de lance, à la manière d'un marabout ou d'une grue moderne, mais à une échelle incomparablement plus grande. Pensez à ce que cela implique. Imaginez Quetzalcoatlus, aile repliée, se déplaçant à travers une plaine du Crétacé. Sa démarche est probablement chaloupée, les membres antérieurs touchant le sol avec les articulations repliées, les membres postérieurs poussant vers l'avant. Sa tête, perchée au sommet de ce long cou, pivote lentement de gauche à droite, scrutant le sol avec ses yeux d'une acuité redoutable. Et soudain, le bec plonge vers le bas avec une rapidité et une précision foudroyantes. Qu'est-ce qu'il capture? La question reste ouverte, et c'est là que le débat scientifique devient particulièrement passionnant. Les candidats les plus probables incluent les petits dinosaures et les lézards qui peuplaient les plaines du Crétacé. Des hadrosaures juvéniles qui à leur naissance étaient de petites créatures vulnérables, à peine plus grandes qu'un poulet. Des mammifères primitifs, discrets et nocturnes pour la plupart, mais présents en grand nombre dans l'écosystème. Des crocodiliens juvéniles, des tortues, et peut-être aussi des charognes, des carcasses abandonnées par les grands prédateurs comme Tyrannosaurus rex, que Quetzalcoatlus aurait pu localiser depuis les airs grâce à sa vision exceptionnelle et exploiter avec son bec puissant. Ce dernier point est particulièrement intéressant, parce que si Quetzalcoatlus se nourrissait effectivement de charognes, cela l'inscrirait dans une relation écologique directe avec les grands théropodes du Crétacé. Il aurait été en quelque sorte l'équivalent crétacé d'un vautour, mais d'un vautour capable de voler à 120 km à l'heure et de voir à des kilomètres de distance depuis son altitude de croisière. Mais il y a une complication qui rend le tableau encore plus troublant, parce que Quetzalcoatlus n'était pas seul de son espèce dans la formation Javelina du Texas. Les paléontologues ont identifié, dans les mêmes couches géologiques, une deuxième espèce de Quetzalcoatlus, beaucoup plus petite, qui n'a pas encore reçu de nom officiel au moment des principales études et qui est désignée dans la littérature spécialisée simplement comme Quetzalcoatlus espèce. Cette deuxième espèce avait une envergure d'environ 5 à 6 mètres seulement, ce qui est encore colossal par rapport à tout oiseau vivant, mais représente à peine la moitié de la taille de Quetzalcoatlus northropy. Et l'existence de ces deux espèces côte à côte pose une question fascinante. Comment 2 animaux aussi proches génétiquement pouvaient-ils coexister dans le même environnement sans entrer en compétition directe pour les mêmes ressources alimentaires? La réponse probable réside dans une partition écologique, un phénomène bien connu dans la nature moderne, où des espèces proches occupent des niches légèrement différentes pour éviter la compétition. La grande espèce, Quetzalcoatlus northropy, aurait dominé les plaines ouvertes, chassant de grandes proies ou charognant des carcasses volumineuses. La petite espèce aurait occupé des habitats différents, peut-être plus boisés, ciblant des proies plus petites, des poissons dans les cours d'eau peu profonds, des invertébrés ou de petits vertébrés terrestres. 2 versions du même plan corporel, optimisées pour 2 modes de vie différents. C'est élégant.
C'est cohérent avec ce qu'on observe dans la nature moderne. Mais ce n'est pas encore prouvé. Et voilà le cœur de la difficulté quand on travaille sur Quetzalcoatlus. Contrairement à Tyrannosaurus rex, dont on a exhumé des dizaines de squelettes plus ou moins complets, contrairement à Triceratops ou à Diplodocus, dont les musées exposent des reconstructions quasi intégrales, le matériel fossile de Quetzalcoatlus northropy est désespérément fragmentaire. Désespérément. Le spécimen original, découvert en 1972 par un étudiant en géologie de l'Université du Texas nommé Douglas Lawson, dans le parc national de Big Bend, consistait principalement en un fragment d'aile. Un fragment d'aile, quelques os du membre antérieur, et c'est à peu près tout pour ce qui concerne le matériel attribué à la grande espèce. Ce fragment d'aile seul mesurait plus d'1,80 m de longueur. Lawson a immédiatement compris qu'il avait affaire à quelque chose d'extraordinaire. Son directeur de thèse, le paléontologue Juan Langston Jr. de l'Université du Texas à Austin, a passé une grande partie des décennies suivantes à analyser ce matériel, à rechercher des fragments supplémentaires et à tenter de reconstituer l'animal dans sa totalité. Son travail a constitué la base de toutes les reconstructions ultérieures. Mais l'absence de crâne complet, l'absence de squelette post-crânien intégral pour la grande espèce, signifie que chaque reconstruction de Quetzalcoatlus northropy est en partie une inférence. Une extrapolation à partir de spécimens plus petits de la même famille, les Ashdarchidés, dont certains sont mieux préservés. Et cette incertitude fondamentale signifie que des questions essentielles restent sans réponse définitive. Combien pesait-il vraiment? Quelle était exactement la forme de son crâne et de sa crête? Se nourrissait-il principalement au sol ou en pêchant en vol? Était-il solitaire ou grégaire? Migrait-il sur de longues distances ou restait-il dans un territoire défini? Chacune de ces questions a sa ou ses réponses provisoires, ses hypothèses en compétition, ses partisans et ses sceptiques dans la littérature scientifique. Et c'est précisément cette incertitude qui rend Quetzalcoatlus si fascinant. Parce qu'il ne s'agit pas d'un mystère du passé que la science aurait résolu et classé. Il s'agit d'une énigme vivante, active, qui évolue à chaque nouvelle publication, à chaque nouvelle technique d'analyse, à chaque nouvelle découverte dans les formations géologiques du Crétacé supérieur. Et la prochaine grande pièce du puzzle a été trouvée non pas au Texas, mais à des milliers de kilomètres de là, dans un endroit que personne n'aurait pensé à chercher. En 1972, Quetzalcoatlus était une anomalie, une créature unique, connue d'un giga-fragment d'aile dans un seul parc national du Texas. Les paléontologues du monde entier regardaient cette découverte avec un mélange de fascination et de scepticisme. Peut-être s'agissait-il d'un accident évolutif, peut-être d'une espèce isolée, un produit bizarre et unique de l'écosystème particulier de l'Aramidia. Peut-être même d'une erreur d'interprétation du matériel fossile. Puis les découvertes ont commencé à s'accumuler. Pas au Texas, pas en Amérique du Nord, partout. En Jordanie, en Roumanie, en Russie, au Kazakhstan, en Mongolie, en Afrique du Nord, au Maroc, en Chine, en Argentine. Chaque décennie apportait de nouveaux spécimens, de nouvelles espèces, de nouvelles pièces d'un puzzle qui s'avérait infiniment plus vaste et plus complexe qu'on ne l'avait imaginé au départ. Ces créatures portaient des noms différents. Arambourgiania philadelphiae, Adzegopteryx tambema, Cryodracon boreas, Phosphatodraco mauritanicus. Des noms qui sonnent comme des formules magiques, mais qui désignent des réalités paléontologiques précises, des animaux distincts qui partageaient avec Quetzalcoatlus une appartenance commune à la famille des Ashdarchidés, et parfois des dimensions tout aussi vertigineuses. Commençons par la Roumanie. Parce que ce que les paléontologues ont trouvé dans le bassin de Hatteg, dans les Carpates roumaines, a véritablement ébranlé les certitudes établies. L'île de Hatteg. C'est ainsi que les scientifiques appellent ce qui était, au Crétacé supérieur, une île de taille moyenne dans la mer de Thétis, l'océan tropical qui séparait l'Europe du nord de l'Afrique. Une île isolée, coupée du continent par des centaines de kilomètres d'eau. Et sur cette île vivait Adzegopteryx tambema. Adzegopteryx était un Ashdarchidé de la même époque que Quetzalcoatlus, avec une envergure estimée entre 10 et 12 mètres. En termes de taille, un rival direct pour le titre de plus grand animal volant de l'histoire.
Mais ce n'est pas sa taille qui a rendu Adzegopteryx si remarquable. C'est la robustesse de ses os. Là où Quetzalcoatlus avait des os creux comme des pailles, les os de Adzegopteryx étaient différents. Son humérus, l'os du bras supérieur, était exceptionnellement épais et robuste pour un ptérosaure de cette taille. Ses vertèbres cervicales, les os du cou, étaient massives, presque trapues. Cette robustesse suggère un animal plus puissant, plus trapu, peut-être adapté à capturer et à maîtriser des proies plus résistantes que celles que ciblait Quetzalcoatlus. Et sur l'île de Ateg, les proies disponibles avaient quelque chose de particulier. L'île de Ateg était peuplée de dinosaures nains. Ce phénomène, connu sous le nom de nanisme insulaire, est bien documenté dans la nature moderne. Quand une espèce se retrouve isolée sur une île avec des ressources limitées, les individus de grande taille sont désavantagés et la sélection naturelle favorise progressivement des formes plus petites. Les éléphants nains de Méditerranée, les hippopotames nains de Madagascar, les mammouths nains de l'île Vrangel en sont des exemples célèbres. Sur l'île de Ateg, ce phénomène avait produit des résultats extraordinaires. Des sauropodes qui, sur le continent, auraient atteint 20 ou 30 mètres de longueur, se retrouvaient sur cette île sous des formes miniaturisées, atteignant à peine 5 ou 6 mètres. Des hadrosaures réduits à la taille d'un grand chien. Des ankylosaures pas plus grands qu'un cochon. Et Adzegopteryx trônait au sommet de cet écosystème insulaire. Sans tyrannosaures, sans grands théropodes continentaux, sans aucun prédateur terrestre de grande taille pour lui faire concurrence. L'hypothèse formulée par Matthias Vremir, Mark Wheaton et leurs collègues dans une étude publiée dans PeerG en 2015 est saisissante. Adzegopteryx n'était pas seulement un charognard ou un chasseur de petites proies. Sur cette île sans grand prédateur terrestre, il avait peut-être occupé la niche du super-prédateur terrestre lui-même. Un ptérosaure géant qui se déplaçait au sol, utilisait son bec puissant comme une arme et s'attaquait aux dinosaures nains de l'île de Ateg avec une efficacité redoutable. Un ptérosaure qui avait cessé d'être principalement un être des airs pour devenir aussi, et peut-être surtout, un chasseur terrestre. Si cette hypothèse est correcte, elle modifie profondément notre compréhension de la flexibilité écologique des Azhdarchidés. Passons maintenant au Kazakhstan. En 2017, une équipe de paléontologues russes et kazakhs a annoncé la découverte de nouveaux spécimens d'Arambourgiania philadelphia dans des formations du Crétacé supérieur d'Asie centrale. Arambourgiania était déjà connu depuis les années 40, à partir d'une vertèbre cervicale découverte en Jordanie et initialement attribuée à tort à un oiseau géant. Cette vertèbre seule mesurait 62 cm de longueur. 62 cm pour une seule vertèbre du cou. Les nouvelles découvertes kazakhes ont permis de mieux cerner les proportions de cet animal et ont confirmé qu'Arambourgiania rivalise avec Quetzalcoatlus et Adzegopteryx pour le titre de plus grand ptérosaure connu. Son envergure est estimée entre 10 et 12 mètres, peut-être davantage selon certaines reconstructions. Mais c'est la découverte canadienne qui a peut-être apporté la contribution la plus précieuse à notre compréhension des Azhdarchidés géants. En 2019, dans les Badlands de l'Alberta, une équipe de chercheurs du Royal Tyrrell Museum of Paleontology a officiellement décrit une nouvelle espèce, Cryodracon boreas. Son nom signifie « dragon de glace du Nord », en référence au vent froid qui balait aujourd'hui les prairies albertaines, si différentes des marais chauds du Crétacé. Cryodracon boreas avait une envergure estimée à environ 10 mètres pour les individus adultes. Ce qui rend Cryodracon particulièrement précieux, c'est l'état de conservation relative de ses ossements. Le spécimen type incluait des fragments de vertèbres cervicales, des os des membres et des éléments de l'aile qui ont permis aux chercheurs de préciser les proportions générales de ce groupe d'Azhdarchidés géants d'une manière que le matériel fragmentaire de Quetzalcoatlus northropy ne permettait pas toujours. Et puis il y a le Maroc. La formation des phosphates du Maroc, déposés au Crétacé supérieur dans ce qui était alors la côte septentrionale du continent africain, a livré au fil des décennies une quantité remarquable de fossiles de ptérosaures. Parmi eux, Phosphatodraco mauritanicus, décrit en 2003 à partir de vertèbres cervicales découvertes dans la région d'Ouedzem. Phosphatodraco était plus petit que Quetzalcoatlus, avec une envergure estimée entre 5 et 6 mètres. Mais sa découverte a confirmé que les Azhdarchidés géants étaient présents sur tous les continents au Crétacé supérieur. Tous les continents. C'est un point qui mérite qu'on s'y attarde. À la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, les Azhdarchidés géants volaient au-dessus de l'Amérique du Nord,
de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Ils dominaient les cieux de pratiquement chaque masse continentale de la planète. Ils étaient omniprésents, diversifiés, adaptés à des écosystèmes radicalement différents. Et cette distribution mondiale pose une question fascinante. Comment des animaux de cette taille, avec des besoins énergétiques aussi considérables, avec des contraintes anatomiques aussi extrêmes, ont-ils pu coloniser des environnements aussi variés? Comment une famille d'animaux dont le plan corporel semble au bord de l'impossible physique a-t-elle pu dominer les airs de la planète entière pendant des dizaines de millions d'années? La réponse réside probablement dans cette capacité de vol longue distance que nous évoquions dans le chapitre précédent. Des animaux capables de parcourir des milliers de kilomètres sans escale, exploitant les systèmes de vent globaux, traversant les mers intérieures, colonisant de nouveaux territoires avec une facilité que les animaux terrestres ne pouvaient tout simplement pas égaler. Mais il y a une autre réponse possible. Une réponse que les découvertes récentes rendent de plus en plus crédible. La flexibilité. Les asdarchidés géants n'étaient pas des spécialistes étroits, condamnés à un seul type d'environnement et à un seul type de... Ils étaient des généralistes opportunistes, capables d'adapter leur comportement, leur stratégie alimentaire, leur mode de déplacement à des conditions très différentes. Pêcheurs dans les zones côtières riches en poissons, chasseurs terrestres dans les écosystèmes insulaires sans grands prédateurs, charognards sur les plaines continentales parcourues par les grands théropodes, insectivores géants dans les forêts tropicales denses. Un même plan corporel, une infinité de déclinaisons comportementales. Et c'est peut-être cette flexibilité, autant que leur capacité de vol extraordinaire, qui explique leur succès planétaire pendant des dizaines de millions d'années. Mais alors, si ces animaux étaient si bien adaptés, si efficaces, si répandus à travers le monde entier, comment expliquer que le dernier chapitre de leur histoire se soit terminé si brutalement? Parce que Quetzalcoatlus, Hatzegopteryx, Arambourgiania, tous ces géants des airs ont disparu en même temps que les dinosaures non-aviens, en même temps que les mosasaures et les plésiosaures, en même temps que 76% de toutes les espèces vivant sur Terre, en un instant géologique. Et cet instant approchait. Revenons en arrière, pas de quelques années, pas de quelques siècles, 67 millions d'années en arrière, 1 million d'années avant la fin, 1 million d'années avant l'impact. Quetzalcoatlus est au sommet de sa puissance. Nous sommes au cœur du Maastrichtien, dans ce qui deviendra un jour le sud-ouest des États-Unis. Il est tôt le matin. Le soleil se lève sur les plaines inondables de l'Aramidia, colorant d'orange et de rouge les nuages bas qui stagnent au-dessus des forêts de palmiers. L'air est chaud, humide, chargé des odeurs de vase et de végétation en décomposition, qui montent des rivières lentes traversant la plaine. Quelque chose bouge dans le ciel. Une tache sombre, d'abord à peine visible à l'horizon, qui grandit progressivement, qui prend forme, qui révèle une envergure colossale. 2 grandes ailes triangulaires tendues dans le vent du matin, une tête démesurée portée sur un cou long et droit, une silhouette qui n'appartient à aucune catégorie familière. Quetzalcoatlus plane à 3000 mètres d'altitude. De là-haut, son regard embrasse un territoire immense. Les recherches sur la capacité visuelle des ptérosaures, basées sur des études de la taille relative des lobes optiques dans les endocrânes fossilisés, suggèrent une acuité visuelle comparable à celle des grands rapaces modernes, voire supérieure. Un faucon pèlerin peut repérer une proie à plus d'1 kilomètre de distance. Quetzalcoatlus, depuis son altitude de croisière, pouvait probablement surveiller un territoire de plusieurs dizaines de kilomètres carrés en une seule passe. Il voit tout. Il voit le troupeau d'hadrosaures qui se déplace lentement au bord de la rivière, 300 mètres en dessous. Il voit les jeunes individus, vulnérables, séparés momentanément des adultes. Il voit, à plusieurs kilomètres à l'est, une colonne de fumée noire qui monte d'un point de la forêt. Signe probable qu'un grand prédateur vient d'achever une mise à mort, signe qu'une carcasse l'attend. Et il voit quelque chose d'autre. Quelque chose qui déclenche une réaction immédiate dans ce cerveau de reptile volant. Un mouvement dans les herbes hautes au bord du marais. Quelque chose de petit, de vulnérable, de parfaitement accessible. Quetzalcoatlus incline imperceptiblement ses ailes. Son corps pivote vers la droite, et il commence sa descente. Voilà ce que les paléontologues tentent de reconstituer depuis 50 ans. Non pas les os, non pas les dimensions, non pas la biomécanique du vol, mais ce moment de conscience animale, cette décision de chasse,
ce qui se passait réellement dans la vie quotidienne de cet animal extraordinaire. Et c'est ici que la science se heurte à ses limites les plus frustrantes. Parce que nous savons mesurer des eaux. Nous savons modéliser des trajectoires de vol. Nous savons analyser des isotopes pour reconstituer des régimes alimentaires. Mais nous ne savons pas, et nous ne saurons peut-être jamais, si Quetzalcoatlus chassait seul ou en groupe. Si les adultes élevaient leurs petits ou les abandonnaient à l'éclosion. Si ces animaux communiquaient entre eux d'une manière ou d'une autre. Si leur migration suivait des routes établies, transmises d'une génération à l'autre. Ce sont les questions qui font perdre le sommeil aux paléontologues. Mais revenons à ce que nous savons. Et ce que nous savons, quand on l'assemble pièce par pièce, est déjà suffisamment vertigineux. Commençons par la question de l'intelligence. Les ptérosaures en général, et les ashdarchidés en particulier, avaient des cerveaux relativement grands pour des reptiles de leur époque. Les études de neurocrânes fossilisés, notamment celles réalisées par Lawrence Whitmer de l'Université d'Ohio et ses collègues, en utilisant la tomographie assistée par ordinateur, ont révélé que le cerveau des ptérosaures présentait des lobes optiques et des régions vestibulaires, celles qui gèrent l'équilibre et l'orientation spatiale, particulièrement développées. Ce qui a du sens pour un animal qui passe une grande partie de sa vie à naviguer dans un environnement tridimensionnel complexe. Voler à 120 km/h à plusieurs milliers de mètres d'altitude, en exploitant des colonnes d'air thermique invisibles, en anticipant les changements météorologiques, en naviguant sur des milliers de kilomètres sans repère fixe, requiert une sophistication neurologique considérable. Pas la même sophistication qu'un mammifère social, mais une sophistication réelle, spécialisée, parfaitement adaptée à ce mode de vie aérien. Maintenant parlons de quelque chose que les livres d'école ne mentionnent presque jamais. La croissance de Quetzalcoatlus. Un Quetzalcoatlus qui vient d'éclore est une créature minuscule par rapport à l'adulte. Les études sur les œufs et les juvéniles de ptérosaures, notamment grâce aux découvertes exceptionnelles en Chine de nids de ptérosaures avec des œufs fossilisés à coquilles flexibles, ont révélé que les ptérosaures naissaient probablement capables de se déplacer et peut-être même de voler très rapidement après l'éclosion. Cette capacité précoce au vol a une implication extraordinaire. Elle signifie que les juvéniles de Quetzalcoatlus n'avaient probablement pas besoin de soins parentaux prolongés pour survivre. Dès les premières semaines de leur vie, ils pouvaient potentiellement s'élancer dans les airs, chasser de petites proies, éviter les prédateurs. Leur croissance était rapide, explosive même, selon les analyses des anneaux de croissance dans les os, similaires aux cernes d'un arbre, qui suggèrent une croissance juvénile particulièrement accélérée. Et puis, il y a la question de la longévité. Combien de temps vivait Quetzalcoatlus? Les analyses des anneaux de croissance osseux, réalisées sur des spécimens de ptérosaures apparentés, suggèrent que les grands ashdarchidés pouvaient vivre plusieurs décennies. Certaines estimations vont jusqu'à 50 ou 60 ans. Un individu particulièrement robuste aurait peut-être vu passer plusieurs générations de tyrannosaures sous ses ailes, survécu à des sécheresses, des inondations, des éruptions volcaniques, des changements climatiques régionaux, avant de mourir d'une cause que nous ne connaîtrons jamais. 50 ans de vol au-dessus du Crétacé, des milliers de couchers de soleil vus depuis 3000 mètres d'altitude, des millions de kilomètres parcourus dans des airs que rien d'autre ne disputait à cette échelle. Maintenant posons-nous la question la plus vertigineuse de toutes. Quel était l'impact réel de Quetzalcoatlus sur son écosystème? Ce n'est pas une question anodine. Dans tout écosystème, les grandes espèces au sommet de la chaîne alimentaire exercent une influence considérable sur l'ensemble du système. Les loups qui réintroduisent Yellowstone modifient le comportement des cerfs, qui modifient à leur tour la végétation des berges, qui modifient le cours des rivières elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle une cascade trophique. Quetzalcoatlus, en tant que prédateur et charognard de grande taille, capable de couvrir des milliers de kilomètres, jouait probablement un rôle écologique d'une importance considérable. En consommant des charognes, il réduisait les risques épidémiques liés aux carcasses en décomposition. En prédatant les juvéniles de grands herbivores, il exerçait une pression sur les populations de ces espèces. En transportant des matières organiques sur des centaines ou des milliers de kilomètres, il connectait des écosystèmes géographiquement distants d'une manière que les prédateurs terrestres ne pouvaient pas accomplir. Il était, pour reprendre une expression utilisée dans un article de Wheaton et Naish de 2008, une espèce clé de voûte désert.
Retirez Quetzalcoatlus de l'écosystème du Crétacé supérieur et quelque chose change. Quelque chose d'important, d'invisible au premier regard, mais de réel dans la structure même de cet écosystème complexe. Mais voici la question qui résiste à toutes les tentatives de réponse définitive. La question qui revient invariablement dans la littérature spécialisée, dans les conférences de paléontologie, dans les discussions informelles entre chercheurs. Quelle était vraiment la limite supérieure de la taille possible pour un animal volant? Avons-nous, avec Quetzalcoatlus et Adzegopteryx, atteint le maximum absolu de ce que la physique permet? Ou existe-t-il un scénario évolutif, une combinaison de conditions atmosphériques, de disponibilité alimentaire, de pression sélective, qui aurait pu produire quelque chose d'encore plus grand? La réponse, selon les modèles biomécaniques actuels, est à la fois satisfaisante et frustrante. Satisfaisante parce qu'elle est précise. Frustrante parce que Quetzalcoatlus se situe exactement à cette limite. Les calculs de Mike Habib, dont nous avons déjà parlé, suggèrent qu'un ptérosaure asdarchidé de cette morphologie ne pouvait pas dépasser significativement les dimensions de Quetzalcoatlus northropy tout en conservant la capacité de vol actif. Au-delà d'une certaine masse, au-delà d'une certaine envergure, la puissance musculaire nécessaire pour générer la portance lors du décollage quadrupède dépasse ce que les tissus biologiques peuvent produire. Quetzalcoatlus northropy n'est pas seulement le plus grand animal volant connu. Il est, selon nos meilleures modélisations actuelles, le plus grand animal volant possible. L'évolution, au Crétacé supérieur, avait atteint la frontière absolue de ce que la biologie et la physique permettent à un être vivant de réaliser dans les airs. Et c'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toute cette histoire. Pas la taille, pas la vitesse, pas l'intelligence ou la longévité ou la distribution mondiale. Le fait que Quetzalcoatlus représente un maximum, une borne, un point au-delà duquel la vie ne peut pas aller, pas dans les airs, pas sur cette planète avec cette gravité et cette composition atmosphérique. L'évolution avait trouvé la limite ultime. Et puis quelque chose est arrivé. Quelque chose qui a effacé Quetzalcoatlus du ciel en l'espace d'un temps géologique si bref qu'il ne laisse presque aucune trace dans les archives fossiles. Quelque chose qui approchait depuis l'espace, à une vitesse de 20 km par seconde depuis des millions d'années. Et ce quelque chose était déjà là. Il y a 66 millions d'années, un mardi ordinaire s'est terminé par la fin d'un monde. Pas d'une manière progressive, pas d'un déclin lent et majestueux, étalé sur des millions d'années, que les espèces auraient eu le temps de percevoir et d'anticiper. Une fin brutale, instantanée à l'échelle géologique, aussi soudaine qu'un interrupteur qu'on éteint dans une pièce pleine de vie. Quelque part au-dessus de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, dans le golfe du Mexique, un astéroïde d'environ 12 km de diamètre a percuté la surface de la Terre à une vitesse d'environ 20 km par seconde. 20 km par seconde. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, la balle d'un fusil se déplace à environ 1 km par seconde. L'astéroïde allait 20 fois plus vite. L'énergie libérée lors de cet impact était environ 10 milliards de fois supérieure à celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. En quelques secondes, un cratère de 180 km de diamètre s'est creusé dans la croûte terrestre. Des milliards de tonnes de roches pulvérisées ont été projetées dans l'atmosphère et au-delà, certaines particules atteignant l'orbite avant de retomber sur Terre en se réchauffant, transformant brièvement l'atmosphère entière en un four planétaire. La température à la surface de la Terre a brièvement atteint des niveaux capables d'enflammer les forêts à des milliers de kilomètres de l'impact. En quelques heures. Puis vint l'obscurité. Les poussières et les suies projetées dans la haute atmosphère ont formé un voile opaque autour de la planète entière. Un voile qui a bloqué la lumière du Soleil pendant des mois, peut-être des années. Sans lumière, la photosynthèse s'est effondrée. Sans photosynthèse, les chaînes alimentaires ont commencé à se désintégrer depuis leur base. Les plantes mouraient, les herbivores mouraient, et les prédateurs, privés de leur proie, mouraient à leur tour. Où était Quetzalcoatlus ce jour-là? Certains individus étaient probablement en vol. À 3000 mètres d'altitude, planant sur les thermiques du matin au-dessus des plaines de l'Aramidia, peut-être à des milliers de kilomètres de l'impact. Ils auraient vu quelque chose d'inhabituel à l'horizon. Une lumière anormale, trop intense, dans une direction qui ne correspond pas au Soleil. Une onde de chaleur qui se propage dans l'atmosphère, déformant les colonnes d'air sur lesquelles ils planaient.
puis quelque chose d'incompréhensible, un mur de chaleur, et puis rien. Le fossile record est brutal dans sa clarté. Dans les couches géologiques du monde entier, à la limite précise entre le Crétacé et le Paléogène, ce qu'on appelle la limite KPG, il y a une ligne. Une ligne mince, souvent de quelques centimètres seulement, chargée d'iridium, un élément rare sur Terre, mais abondant dans les astéroïdes. Cette ligne marque l'impact. En dessous de cette ligne, des fossiles de ptérosaures, des fossiles de dinosaures non aviens, des fossiles de mosasaures et de plésiosaures, une biodiversité foisonnante, complexe, dominée par des reptiles de toute taille et de toute forme. Au-dessus de cette ligne, rien de tout cela. Plus un seul ptérosaure, plus un seul dinosaure non avien. La ligne KPG est l'une des frontières les plus nettes et les plus absolues de toute l'histoire de la vie sur Terre. Pas de transition, pas de déclin progressif. Une présence puis une absence. Quetzalcoatlus a disparu. Mais voici une question que les paléontologues se posent depuis des décennies et qui n'a pas encore de réponse entièrement satisfaisante. Quetzalcoatlus était-il déjà en déclin avant l'impact? Certaines données suggèrent que la diversité des ptérosaures avait effectivement diminué au cours des derniers millions d'années du Crétacé supérieur. Dans les formations géologiques du Campanien, légèrement plus anciennes que le Maastrichtien, on trouve une plus grande variété de ptérosaures. Dans les formations du Maastrichtien tardif, immédiatement avant la limite KPG, cette diversité semble moindre. Mais cette apparente diminution de diversité est-elle réelle ou est-elle simplement un artefact des archives fossiles, une conséquence du fait que les formations géologiques du Maastrichtien tardif sont moins bien représentées et moins bien étudiées que celles des périodes antérieures? Le débat reste ouvert. Ce qui est certain, c'est que les asdarchidés géants, Quetzalcoatlus en tête, étaient encore bien présents et probablement en pleine forme écologique au moment de l'impact. Il n'existe aucune preuve d'un déclin populationnel majeur dans les derniers millions d'années précédant la catastrophe. Ces animaux n'étaient pas des espèces mourantes sur le point de s'éteindre naturellement. Ils étaient des dominants absolus de leur niche écologique, parfaitement adaptés à leur environnement. Et c'est précisément ce qui rend leur disparition si tragique dans son absurdité. 60 millions d'années d'évolution. Une lignée qui avait traversé les grandes extinctions du Trias, survécu au bouleversement du Jurassique, prospéré tout au long du Crétacé, diversifié ses formes et ses comportements jusqu'à coloniser les cieux de la planète entière. Une lignée qui avait atteint la limite physique absolue de ce qu'un animal volant peut être sur cette Terre. Et tout cela effacé en quelques mois par un caillou venu de l'espace. La nature est indifférente à l'excellence. Maintenant, posons-nous la question qui vient naturellement après. Si les ptérosaures ont disparu, qu'est-ce qui a survécu dans les airs? Les oiseaux. Les oiseaux qui sont eux-mêmes des dinosaures, des théropodes à plumes, dont la lignée remonte au Jurassique. Ils ont survécu à l'impact grâce à une combinaison de facteurs encore débattus. Leur petite taille, qui réduisait leurs besoins alimentaires immédiats. Leur capacité à se nourrir de graines et de matières organiques résistantes à l'obscurité prolongée. Peut-être leur capacité à creuser des terriers ou à se cacher dans des environnements protégés. Les oiseaux ont hérité du ciel que les ptérosaures avaient dominé pendant 160 millions d'années. Mais ils n'ont jamais retrouvé les dimensions de Quetzalcoatlus. L'albatros, avec ses 3,50 m d'envergure, est le champion de la taille chez les oiseaux volants actuels. Spectaculaire par rapport à tout oiseau ordinaire, mais 3 fois moins grand que Quetzalcoatlus. La fenêtre évolutive qui avait permis l'existence d'un animal volant de 12 mètres d'envergure s'est refermée avec la fin du Crétacé, et rien depuis n'a pu la rouvrir. Pourquoi? La réponse est complexe, et plusieurs facteurs ont probablement joué. L'atmosphère du Crétacé était légèrement différente de celle d'aujourd'hui. La concentration en dioxyde de carbone était plus élevée, ce qui favorisait une végétation plus dense et une productivité biologique plus importante, donc des chaînes alimentaires plus riches capables de soutenir des géants. Les températures globalement plus élevées favorisaient des colonnes d'air thermique plus puissantes et plus fréquentes, facilitant le vol plané à grande altitude. Mais surtout, les niches écologiques occupées par les asdarchidés géants sont restées vides après leur disparition. Aucun groupe d'oiseaux n'a réussi à développer une forme comparable. Les contraintes évolutives qui permettaient aux ptérosaures d'atteindre ces dimensions, notamment leur mécanique de décollage quadrupède et la structure particulière de leur aile soutenue par un seul doigt hypertrophié,
n'existait tout simplement pas chez les oiseaux. Le ciel du monde post-Crétacé était plus vide qu'il ne l'avait jamais été depuis 200 millions d'années. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de Quetzalcoatlus? Des os, des fragments. Trop peu pour reconstituer un squelette complet. Le spécimen original de Quetzalcoatlus northropy, découvert par Douglas Lawson en 1972 dans le parc national de Big Bend au Texas, est conservé à l'Université du Texas à Austin. Des fragments supplémentaires sont dispersés dans plusieurs institutions américaines. Des reconstructions, nécessairement partielles, nécessairement basées sur des extrapolations à partir de spécimens apparentés mieux préservés, trônent dans quelques musées à travers le monde. Le Perot Museum of Nature and Science à Dallas expose une reconstruction de Quetzalcoatlus en position debout, qui permet aux visiteurs de mesurer concrètement, viscéralement, l'échelle de cet animal. Debout devant cette reconstruction, les adultes arrivent à peine à la hauteur de l'épaule. Mais les ossements ne sont pas tout ce qui reste. Le nom lui-même est un héritage. Quetzalcoatlus. Le nom donné par Lawson en 1975 est une référence directe à Quetzalcoatl, le serpent à plumes de la mythologie aztèque et mésoaméricaine. Un dieu du vent, du ciel, de la connaissance. Une créature ailée d'une puissance surnaturelle, capable de traverser le ciel et de relier les mondes. Lawson ne savait peut-être pas à quel point ce choix était juste. Parce que dans les mythologies de nombreuses cultures à travers le monde, on trouve des récits de grands reptiles ailés, des dragons, des serpents du ciel, des êtres entre le terrestre et le céleste. Certains chercheurs ont spéculé que ces mythes pourraient avoir été inspirés, en partie, par la découverte fortuite de fossiles de grands reptiles, ptérosaures ou dinosaures, par des populations humaines préhistoriques qui n'avaient pas de cadre conceptuel pour les interpréter autrement que comme des créatures surnaturelles. Il est impossible de le prouver. Mais l'idée que Quetzalcoatlus hante nos mythes depuis des dizaines de milliers d'années, bien avant que la paléontologie existe pour lui donner un nom scientifique, est une idée qui a quelque chose de profondément poétique. Et maintenant, revenons à la science, parce que l'histoire de Quetzalcoatlus n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée avant que des paléontologues trouvent un crâne complet de Quetzalcoatlus northropy, avant qu'un squelette post-crânien suffisamment intact permette de résoudre définitivement les débats sur le poids, les proportions, la biomécanique du vol, avant que des techniques d'analyse encore plus précises permettent de lire dans les isotopes de ses os la composition exacte de son régime alimentaire, les distances qu'il parcourait, les latitudes qu'il fréquentait. Ces découvertes n'ont pas encore eu lieu, mais elles auront lieu. Quelque part dans les Badlands du Texas, dans les formations géologiques de la Jordanie, dans les Carpates roumaines, dans les phosphates marocains, dans les prairies de l'Alberta, des ossements de Quetzalcoatlus et de ses cousins attendent sous des couches de sédiments. Ils attendent depuis 66 millions d'années. Ils attendent qu'un étudiant en géologie en balade, un fermier après une pluie torrentielle, un paléontologue avec un marteau et de la patience, pose les yeux au bon endroit, au bon moment. Ce jour-là, nous en saurons un peu plus sur le roi des... Et chaque fragment nouveau, chaque os supplémentaire, chaque analyse isotopique, chaque modélisation informatique nous rapproche un peu plus de cet animal extraordinaire qui a dominé les cieux de notre planète pendant des millions d'années et qui s'est éteint sans descendance directe, sans héritier à sa mesure, laissant derrière lui un vide dans les airs que rien, depuis 66 millions d'années, n'a comblé. Levez les yeux vers le ciel. Le ciel est vide, bleu, silencieux. Mais si vous regardez assez longtemps, si vous laissez votre imagination remonter le temps jusqu'à ce monde disparu, vous pourrez peut-être voir cette ombre à l'horizon, cette forme qui grandit, cette envergure de 12 mètres qui se découpe contre le soleil du Crétacé, le roi des airs, Quetzalcoatlus northropy, jamais égalé, jamais remplacé, jamais oublié. Si cette histoire vous a fasciné autant qu'elle me fascine, dites-le en commentaire. Quel aspect de Quetzalcoatlus vous a le plus surpris? Sa taille, sa biomécanique de vol, sa vie de chasseur terrestre, ou simplement le fait que cet animal a réellement existé sur cette planète que vous habitez aujourd'hui? Et quelle créature de la préhistoire voulez-vous explorer dans la prochaine vidéo? Les commentaires sont ouverts. Le voyage dans le temps continue. Vous habitez aujourd'hui. Et quelle créature de la préhistoire voulez-vous explorer dans la prochaine vidéo? Les commentaires sont ouverts. Le voyage dans le temps continue.